Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie des semis à la maison. Aujourd'hui, on va parler de 3 éléments qui, selon moi, sont les plus importants dans le processus de bien réussir ces semis à la maison. Premier élément très important, c'est les semences. Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Où peut-on se les procurer? Quelle variété choisir? Et aussi, comment bien les conserver? Le deuxième élément, c'est le fameux terreau. Qu'est-ce qu'on doit regarder pour vraiment déterminer si un terreau est meilleur qu'un autre? Est-ce qu'on choisit du terreau à semis, du terreau universel ou même du compost? Et le troisième, c'est les fameux contenants. Est-ce qu'on choisit un multicellule? Si oui, 50, 72, 128, un plateau à semis, des pots ronds, carrés, 2 pouces, 4 pouces. Bref, on décortique tout ça ensemble. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors pour les semences, c'est sûr qu'on peut les retrouver un peu partout dans n'importe quel grand magasin, même que présentement, on voit des racks remplis de semences un peu partout. Par contre, ils ne sont peut-être pas tous d'ici. Pour ceux qui recherchent quelque chose de beaucoup plus local, je vais vous mettre une liste de semenciers québécois qu'on a dans la description plus basse. Pour mes amis qui sont en Europe, malheureusement, je ne les connais pas tous, mais vous pourriez m'écrire un petit commentaire avec le nom de vos semences, vos semenciers, que je pourrais rajouter dans cette belle liste dans la description pour que tout le monde puisse avoir accès à cette belle information. Maintenant, comme je disais au début, est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Ce n'est pas vraiment l'information qu'il faut regarder. Il faut plutôt savoir quel type de légumes qu'on veut à la maison et quand on veut les cultiver. Il y a des légumes qu'on va cultiver tôt en saison, qu'on va appeler des légumes d'hiver. Il y en a d'autres qu'on va cultiver pendant l'été et on va revenir en automne avec nos mêmes légumes qu'on a cultivés très tôt en saison. Donc, je prends comme exemple des laitues, des épinards qui sont les plus communes. On sait que quand il commence à faire très chaud, ils sont portés à monter en graines, donc on va les cultiver très tôt en saison. Les laitues, il y en a qui sont mieux adaptées pour des températures plus fraîches, il y en a d'autres qui sont capables de résister à certaines petites chaleurs. Donc, les laitues, on va en cultiver 2-3 variétés très tôt en saison. On va changer pour ceux qui sont beaucoup plus adaptés à des chaleurs. Et on va revenir avec ceux qu'on a plantés au printemps pour l'automne. Les épinards, c'est un légume qui est capable de résister à des petits gels, même qu'ils deviennent encore meilleurs parce qu'ils vont concentrer leur sucre à l'intérieur. Donc, ils vont être beaucoup plus sucrés quand on va les récolter. Donc, c'est des légumes qu'il faut vraiment faire attention, qu'on va cultiver très tôt en saison. Et par la suite, les légumes d'été, on prend comme exemple les tomates, qui sont les fameuses tomates qu'on connaît tous, qu'on cultive la plupart du temps. Oui, il y en a qu'on peut cultiver très tôt en saison, qu'on appelle hâtives, mais la plupart, c'est vraiment sur de longues périodes pendant tout l'été parce que c'est un légume qui adore la chaleur. Encore là, il faut choisir la variété qu'on veut. Il y en a qui sont beaucoup plus adaptés pour manger dans la salade. Il y en a d'autres aussi en sandwich et il y en a d'autres aussi qu'on va utiliser pour faire des sauces. Donc, il faut vraiment être capable de déterminer ce qu'on veut faire avec nos légumes à la maison pour mieux les adapter. Maintenant, dans les choix des semis, c'est sûr qu'on a l'option d'avoir des F1 hybrides ou aussi des organiques. La grosse différence entre les deux, c'est que ceux qui sont F1 hybrides ont été modifiés génétiquement pour être plus résistants à des maladies, pour donner de meilleures performances, un meilleur résultat, une meilleure production. C'est la même chose aussi pour ceux qui sont organiques. Par contre, la différence entre les deux, c'est que si vous voulez un jour récupérer vos semences, organiques, vous allez pouvoir le faire, tandis que hybride et F1, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez essayer, vous allez voir le résultat. Chaque année, vous allez avoir des variations de grosseur aussi. Ce ne sera pas tout le temps le même produit que vous allez avoir, mais ça se fait. Mais comme je vous dis, si vous voulez conserver vos semis éventuellement, choisissez organique. Si vous ne voulez pas les conserver et que vous voulez avoir de meilleurs rendements, plus résistants à des maladies, pour ceux qui commencent, mais je vous dirais de choisir F1, mais c'est à votre choix. Maintenant, pour la conservation, vous pourriez le garder dans son sachet. Moi, j'aime bien l'option aussi de les mettre dans un pot de vitre qui est beaucoup plus facile. On peut en conserver beaucoup plus, tout dépendamment de la quantité que vous voulez avoir à la maison. C'est sûr que quand on arrive dans les haricots, il y en a énormément. Donc, c'est sûr que dans un sachet, si on veut les récupérer, c'est très dur, ou si on veut les consommer, étant donné que des haricots, on les conserve et on fait juste les
hydrater et puis on peut les consommer. J'aime bien utiliser une boîte de carton où je vais mettre tous mes semis. Comme on voit ici, j'en ai beaucoup. Donc, je vais fermer la boîte. Je vais la mettre en haut en haut d'un garde-robe, à l'abri du soleil, à l'abri de l'humidité aussi et dans un endroit qui est frais. Donc, un haut de garde-robe, c'est l'endroit parfait pour moi. Par contre, c'est sûr que si vous conservez vos semis pendant 5, 6, 7 ans, il y a des gens qui vont dire qu'ils seront plus bonnes après tant d'années. Moi, je voudrais juste vous dire que c'est peut-être une malinterprétation parce que oui, les semis, ils vont être moins bonnes, mais ils ne seront plus pas bonnes. Ce que je veux dire, c'est qu'après 3, 4, 5 ans, tout dépendamment de la variété, les semis, le pourcentage de germination va drastiquement descendre. Donc, c'est sûr que c'est conseillé de toujours les prendre avant 3 ans, mais comme je vous dis, c'est toujours, si vous achetez surtout un paquet de 250 et vous en utilisez seulement 4 par année, moi, je vous dirais, peut-être choisir un paquet où il y en a le moins, une cinquantaine peut-être, et en acheter plus souvent qu'en acheter un que vous allez en avoir pendant 5-6 ans. Mais encore là, vous pouvez essayer, au lieu d'en planter 10, vous en plantez 20 pour avoir la même quantité que vous voulez à la maison. Mais si vous les conservez dans une boîte, à l'abri du soleil, dans un endroit pas trop humide, où c'est frais, comme dans un haut de garde-robe à quelque part dans la maison qui ne dérangera pas, vous n'allez pas avoir aucun problème. Il y en a qui vont mettre dans un conteneur hermétique, qui vont le mettre au frigo. Je voudrais, si vous voulez l'essayer, faites attention au taux d'humidité, qui est quand même très élevé dans un frigo, donc ça pourrait avoir un côté néfaste à vos semis. Alors maintenant, pour le fameux terreau, c'est sûr que ce serait beaucoup trop facile pour moi de juste vous mentionner d'aller chercher telle marque au magasin et vous être sûr d'en avoir un bon et ça serait fini pour la vidéo. Par contre, je pourrais vous donner de la mauvaise information comme malheureusement des fois on se fait dire autour de nous quand on demande conseil. Et quand on se fait répondre, c'est parce que je l'utilise depuis 2 ans, j'ai quand même de beaux résultats. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que il est meilleur qu'un autre? Malheureusement, c'est des informations qu'on est pas mal de se faire dire. Donc aujourd'hui, moi, je trouvais ça important de vous mentionner ces informations-là. On commence à s'intéresser à cultiver des légumes à la maison. Donc, c'est important de savoir, quand on va au magasin, comment déterminer si un terreau est meilleur qu'un autre. Alors, la première chose qu'on doit regarder, c'est la capacité de rétention d'eau. On sait que l'eau, c'est vraiment important, surtout quand on commence nos premiers semis. Les 5 premiers jours sont vraiment critiques pour s'assurer que notre terreau est constamment humide. Donc, il y en a qui sont capables de retenir l'eau plus longtemps. Habituellement, je vous dirais qu'on n'a pas besoin d'arroser jusqu'à la première germination. Donc, même si c'est 14 jours, habituellement, si on met un dôme par-dessus, le terreau devrait être capable suffisamment de retenir l'eau pour avoir suffisamment de temps pour réussir à faire germer ses semis. Donc, la rétention d'eau, c'est vraiment important. Il y en a, vous allez me dire, oui, mais habituellement, les terreaux sont capables d'avoir une bonne capacité. Oui, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Pour ça, je vous dis qu'habituellement, si vous avez un bon terreau, vous n'avez pas besoin d'arroser jusqu'à la première levée de vos premiers petits germes. Deuxième chose, c'est la porosité et le drainage. Maintenant qu'on sait qu'on a besoin d'une bonne capacité de rétention d'eau, il faut aussi avoir de la porosité, qu'on doit avoir des petites bulles d'air à l'intérieur. Parce que oui, on pense souvent que les racines ont besoin de seulement de terre et de l'eau, mais ont besoin d'air aussi. Donc, il faut avoir des petites cavités, on doit avoir un peu d'air. Et le système de drainage aussi fait en sorte que l'eau ne s'accumule pas, ne reste pas à l'intérieur, sinon ça fait un terreau qui est gorgé d'eau. Si malheureusement nos semis n'ont pas d'air, bien, ils vont pourrir à l'intérieur de notre semis, ce qui arrive souvent aussi. Et on va avoir la fameuse fonte des semis. Donc, tout ça fait en sorte que si on n'a pas la porosité, notre terreau ne se draine pas bien, on va avoir trop d'eau à l'intérieur, donc c'est pas mieux non plus. Il faut avoir vraiment un équilibre entre l'air et l'eau, surtout dans notre terreau. Alors maintenant, si on veut savoir si le terreau qu'on va choisir va bien se drainer, vous allez souvent revoir des petites bulles, des petites billes blanches à l'intérieur qu'on appelle aussi de la vermiculite. Il y a d'autres composantes aussi qu'on peut retrouver, mais quand on voit soit des petits morceaux de bois, des petites composantes blanches ou quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur, il y a des fois beaucoup de sable qui fait en sorte que ça va faire un bon drainage. Donc l'eau ne va pas trop s'accumuler à l'intérieur de notre terreau. C'est ce qui va faire que notre terreau va rester humide et non pas gorgé d'eau.
Maintenant, la troisième, c'est la densité. On sait que nos semis sont très petits, donc on a besoin d'un sol qui est très léger, qui est très souple. On n'a pas besoin d'absolument rien qui va faire une obstruction ou un obstacle à nos semis. Ils sont très petits. Donc la racine, quand elle va commencer à germer, il faut qu'elle soit capable de rentrer dans le terreau facilement sans être en interférence avec un morceau de bois ou une branche. Donc il y a des terreaux qui sont beaucoup plus rough, qu'on appelle, qui sont beaucoup plus grossiers. Donc il faut vraiment faire attention. Maintenant, je vois souvent des gens aussi, quand on commence à faire nos semis à la maison, on a tendance à compacter notre terreau pour s'assurer d'avoir un bon contact avec notre graine. Par contre, c'est sûr qu'éventuellement, comme j'expliquais, la petite racine qui va commencer à vouloir faire son petit chemin dans le terreau. Si le terreau est trop compacté, malheureusement, on va avoir une mauvaise levée des semis. Un quatrième point aussi, ce serait de la quantité de nutriments qu'on peut retrouver dans notre terreau qu'on va choisir. En général, je vous dirais que la plupart de tous les terreaux qui se fait sur le marché présentement ont quand même une bonne quantité de nutriments, mais ça va plutôt se jouer dans un sujet que je vais vous parler tout de suite après avec les contenants. Le nombre de jours que vos plants vont passer soit dans les pots, dans les multicellules, pour vraiment s'assurer que vous avez suffisamment de nutriments avant de les transplanter à l'extérieur. Maintenant, pour déterminer quel type de terreau qu'on a besoin, comme j'expliquais au tout début, on a du terreau à semis, on a du terreau universel. Moi, je vous dirais de choisir peut-être un terreau à semis qui est beaucoup plus léger, qui a beaucoup moins de matière grossière à l'intérieur, qu'on retrouve la plupart du temps dans un terreau universel. Mais encore là, ça dépend toujours de votre choix. C'est sûr que si vous choisissez un terreau universel, vous retrouvez des gros morceaux de bois, on fait juste les enlever, surtout si vous commencez à faire des semis. Il y a aussi des tamis qu'on peut utiliser, qu'on peut acheter. On fait juste mettre notre terreau dedans, on fait juste s'assurer d'enlever les grosses matières pour avoir un terreau le plus souple possible. Mais comme je vous dis, si vous ne voulez pas vous tromper du terreau à semis, aucun problème, c'est vraiment le nom le dit. Sinon, on choisit un terreau universel et on fait juste le passer au tamis pour enlever les plus grosses matières pour s'assurer d'avoir un terreau qui est très léger pour ne pas donner d'obstacle à nos fameux semis. Alors, pour les contenants maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin à la maison pour réussir mes semis? Je vous dirais que la première question qu'on doit se poser, c'est la quantité qu'on a à la maison. Combien de plants de tomates, de concombres, etc. qu'on a à la maison pour utiliser nos contenants. Si vous avez beaucoup de légumes, je vous conseillerais d'aller sur le côté des multicellules. Il y en a des 50, il y en a des 72, des 128, il y en a même aussi des 9 cellules qui peuvent vous aider à augmenter aussi le volume en très peu d'espace. Par contre, si vous décidez que vous avez plusieurs variétés de légumes, vous décidez d'aller dans le multicellule, faites attention, mettez les légumes qui ont le même nombre de jours de germination ensemble. L'erreur qu'on fait quand on commence, c'est qu'on va mettre, si je prends comme exemple le 128, on va mettre des laitues, on va mettre des tomates, on va mettre des concombres, etc., mais ils n'ont pas le même nombre de jours de germination. Donc, ce qui va arriver, c'est que vos laitues vont commencer à germer et le reste, non. Donc, on est obligé d'enlever le couvercle pour pas qu'il y ait trop d'humidité parce que sinon, on va faire pourrir nos semis qui sont là. De toute façon, ils vont avoir besoin de lumière. Donc, les autres n'ont pas commencé. Il faut vraiment les séparer. Au pire, on prend un 50, on en prend un plus petit pour vraiment diviser ces légumes pour s'assurer d'avoir chacun le même nombre de jours de germination. Maintenant, c'est sûr que si on en a beaucoup, on choisit en fonction de nos quantités qu'on a à la maison. Si on a plusieurs, on va choisir un 128. Il y en a même des 200, jusqu'à 50, jusqu'à 9. Une autre façon aussi, si on veut réussir à faire le semis à la maison dans très peu d'espace, mais qu'on peut augmenter aussi le volume, c'est qu'on va utiliser un contenant comme celui-ci qui est en styromousse, qu'on retrouve un peu moins souvent, mais si je prends comme exemple un contenant à champignons, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir de terreau, on va juste mettre nos semis à la volée dessus et quand ils vont germer, éventuellement, on va les repiquer dans des cellules ou dans des contenants ronds, carrés qu'on a à la maison. Maintenant, comment savoir par la suite si on choisit un petit pot, un 2 pouces, un 4 pouces? Maintenant, ça dépend toujours du légume, ça dépend de son besoin en nutriments. Si on prend les tomates qui sont très gourmandes, bien, quand on va les repiquer, si on prend comme exemple, comme je disais, dans un contenant comme ça,
on les repique. On va s'assurer tout de suite d'en mettre, tout dépendamment le nombre de jours aussi. Si on commence 8 semaines comme c'est prévu, 8 semaines avant le dernier gel, on va s'assurer de le transplanter 2 fois ou peut-être même seulement qu'une fois, si vous avez beaucoup d'espace. Donc, on prend les tomates, on va le mettre dans un 4 pouces pour s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture pendant tout le nombre de jours qu'on va passer à l'intérieur avant de les mettre à l'extérieur. Sinon, on va le mettre dans un plus petit pot et par la suite, on va le mettre dans un 4 pouces. Il y a des légumes qu'on n'a pas besoin de repiquer, on fait juste commencer à faire germer, on les fait pousser à l'intérieur pendant quelques semaines et après ça, on les plante directement à l'extérieur. Donc oui, on peut les laisser soit dans les multicellules ou on les plante directement dans un petit contenant qu'on va transplanter directement au jardin. Donc après ça, bien, il y en a des ronds, il y en a des carrés, c'est à votre choix. Il n'y en a pas un qui est meilleur que d'autres. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que dans les ronds, les racines vont s'enrouler. Moi, je n'ai pas vraiment vu de différence entre des 4 pouces ronds et des 4 pouces carrés parce que mes plants ne restent pas assez longtemps à l'intérieur parce que je m'assure de ne pas les faire pousser trop rapidement, qui est une erreur de pratiquement 99% des jardiniers. On a tellement hâte de partir nos semis à la maison qu'on les part beaucoup trop tôt. On se ramasse avec des plants qui sont gros, avec des contenants qu'on n'a pas le choix de changer parce qu'on voit que nos plants commencent à avoir la mine basse. Donc, on change de pot, on rajoute du terreau pour s'assurer d'avoir les nutriments. Sauf que là, on se ramasse avec des pots qui sont de 4 pouces, de plusieurs plants. Donc, on se ramasse avec beaucoup de contenants, avec pas beaucoup de légumes, puis ça prend beaucoup d'espace. Donc, il faut vraiment faire attention. Je vais vous mettre une liste de légumes que j'utilise par multicellule. Ça va vous donner une idée. Et par la suite, je vais vous donner aussi l'information sur le nombre de jours par légume qu'on devrait laisser dans nos contenants avant des repiquer ou des transplanter à l'extérieur. Alors, j'espère de vous avoir donné le maximum d'informations sur comment bien choisir ces contenants, les semences et aussi le terreau. Sinon, on me les laisse plus bas. Ça va me faire un plaisir d'y répondre, de vous donner l'information supplémentaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vous ai donné amplement d'informations pour être capable de bien choisir ses contenants, son terreau et aussi choisir ses semences. Alors, faites attention à vous. On se retrouve dans la 3e partie. Merci. Bonne fin de journée.